C'était censé être un simple voyage en voiture pour nous changer les idées avant l'arrivée du bébé. Thomas avait semblé tendu ces derniers temps, distant même, mais je mettais ça sur le compte de sa nervosité à l'idée de devenir père. Nous roulions sur les petites routes de Provence, entre les champs de lavande et les villages perchés. Le soleil de juin tapait fort, et malgré la climatisation, je sentais la chaleur s'infiltrer dans notre vieille Peugeot. On pourrait s'arrêter prendre un café à Roussillon, avais-je suggéré, caressant mon ventre de 8 mois. Thomas avait acquiescé distraitement, les yeux rivés sur la route sinueuse. Il n'avait jamais été très bavard, mais depuis quelques semaines, son silence était devenu presque palpable. Nous avons dépassé Roussillon et ses célèbres falaises d'ocre, puis Gordes, perchées sur sa colline. À chaque virage, je m'attendais à ce qu'il s'arrête dans un de ces charmants villages, mais il continuait, s'enfonçant toujours plus loin dans la campagne provençale. « Thomas, où va-t-on exactement ?» avais-je demandé après 2 heures de route sans pause. « J'ai entendu parler d'un endroit. » Sa réponse brève ne m'avait pas rassuré. Finalement, il s'était arrêté devant une station-service abandonnée, au milieu de nulle part. Le bâtiment délabré se dressait seul au bord de la départementale, entouré d'herbes jaunies par le soleil. Pas âme qui vive aux alentours, juste le chant assourdissant des cigales. « Tu es sûr que cet endroit est ouvert ?» avais-je demandé, perplexe. Il avait ri, un rire qui ne lui ressemblait pas. « Détends-toi, chérie. » J'étais sortie de la voiture pour étirer mes jambes enflées. À 8 mois de grossesse, même rester debout était un défi. La chaleur était écrasante, et j'avais sorti une bouteille d'eau de mon sac. Thomas avait fait le tour de la voiture, m'avait embrassé sur le front, et m'avait dit qu'il allait jeter un coup d'œil derrière le bâtiment. Je m'étais tournée vers la porte vitrée et poussiéreuse de la station-service, plissant les yeux pour tenter de distinguer quelque chose à l'intérieur. C'est alors que j'avais entendu le moteur redémarrer. Je m'étais retournée, confuse, et j'avais vu la voiture reculer rapidement. J'avais trébuché en avant, agitant les bras, criant son nom. Il avait baissé la vitrée, avec un sourire cruel que je ne lui connaissais pas, avait crié « Voyons voir si tu arrives avant moi, ah !» Puis il était parti. Comme ça. Mon cœur s'était effondré plus bas que je ne l'aurais cru possible. J'étais restée là, seule, mon bébé donnant des coups dans mon ventre, abandonné au milieu de nulle part. Le soleil brûlant semblait se moquer de moi, tout comme lui. J'avais d'abord cru à une plaisanterie, une blague de mauvais goût. Il va revenir, m'étais-je répété, encore et encore. Mais au fond de moi, je savais. Je m'étais assise sur le béton fissuré, incapable de rester debout plus longtemps. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues brûlées par le soleil. Pourquoi ? Que avais-je fait pour mériter ça ? Nous étions ensemble depuis 5 ans, avions planifié cet enfant ensemble. Il avait peint la chambre du bébé en jaune pâle, avait monté le berceau. Il avait posé sa main sur mon ventre chaque soir, parlant doucement à notre fille à naître. J'avais sorti mon téléphone. Pas de réseau, évidemment. Nous étions trop loin de tout. J'avais composé son numéro quand même, par désespoir. Rien. J'avais essayé d'appeler les secours. Rien. La batterie affichait 15%. Le temps passait, implacable. 1 heure. 2. 3. Il ne revenait pas. Une voiture était passée sur la route, mais trop vite, sans me voir. J'avais tenté de me lever, de faire des signes, mais j'étais trop faible, trop lourde, trop choquée. Le soir approchait, et avec lui, la fraîcheur. Je m'étais traînée jusqu'à la porte de la station-service et avais tiré de toutes mes forces. Par miracle, elle s'était ouverte. L'intérieur était poussiéreux, abandonné depuis des années. Des étagères vides, un comptoir délabré, des toiles d'araignée partout. Mais c'était un abri. J'avais cherché quelque chose, n'importe quoi qui puisse m'aider. Dans un coin, j'avais trouvé une vieille couverture sale. Dans un autre, un robinet qui, miraculeusement, donnait encore un filet d'eau tiède et rouillée. J'avais rempli ma bouteille vide et l'avais bu lentement, essayant de calmer les contractions qui commençaient à se faire sentir. Non, ce n'était pas possible. Pas maintenant. Pas ici. Ma petite Océane ne pouvait pas naître dans cet endroit sordide, loin de tout secours.
Je me massais le ventre, lui parlant doucement. Pas maintenant, ma chérie. Attends encore un peu. Quelqu'un va venir. Mais qui viendrait? Personne ne savait où nous étions. Thomas avait dit à nos amis que nous partions pour un week-end en amoureux, sans préciser notre destination. Ma mère était à Paris, à des centaines de kilomètres. Elle ne s'inquiéterait pas avant plusieurs jours. Thomas. Comment avait-il pu? Que s'était-il passé dans sa tête? Était-ce prévu depuis longtemps? Y avait-il une autre femme? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit épuisé, sans réponse. La nuit était tombée complètement maintenant. Par la fenêtre crasseuse, je voyais les étoiles apparaître, indifférentes à mon drame. Je m'étais recroquevillée dans un coin, enveloppée dans la couverture poussiéreuse, mon téléphone désormais est inséré contre ma poitrine comme un talisman inutile. J'avais pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, crié jusqu'à n'avoir plus de voix. Le dénouement parfait d'une journée qui avait commencé comme toutes les autres, avec un café partagé sur notre balcon marseillais et un baiser sur mon ventre rond. Le dernier sourire de Thomas hantait mes pensées. Ce n'était pas le sourire de l'homme que j'aimais. C'était celui d'un étranger. Les heures s'étiraient comme des ombres sur un cadran solaire. Le silence de la nuit provençale était presque assourdissant, interrompu seulement par le chant des grillons, parfois, le ululement distant d'une chouette. J'avais toujours aimé ces sons, lors de nos vacances à la campagne, mais ce soir-là, ils semblaient menaçants, étrangers. Dans l'obscurité de la station-service abandonnée, j'avais fini par trouver une position à peu près confortable, adossée contre un mur, la vieille couverture enroulée autour de mes épaules. La chaleur étouffante de la journée avait cédé la place à une fraîcheur surprenante. Je frissonnais, autant de froid que de peur. Mon esprit tournait en rond, cherchant désespérément une explication rationnelle au comportement de Thomas. Nous avions eu nos différends, comme tous les couples, mais rien qui puisse justifier un tel abandon. Je repensais aux dernières semaines, aux signes que j'avais peut-être manqués. Son irritabilité croissante, ses absences inexpliquées, ses coups de téléphone qu'il prenait en s'isolant. J'avais mis ça sur le compte du stress au travail, de l'anxiété face à la paternité imminente. Quel imbécile, avais-je murmuré dans le noir. Ma voix semblait étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Une femme plus forte, plus en colère. Une femme que je ne connaissais pas encore. Une crampe soudaine m'avait fait me redresser brusquement. Ce n'était pas une contraction, juste mon corps protestant contre cette situation impossible. Je respirais lentement, comme me l'avait appris la sage-femme lors des cours de préparation à l'accouchement. Ces cours où Thomas m'accompagnait fidèlement, attentif, posant des questions pertinentes, prenant des notes. Où était cet homme maintenant? J'avais pris une gorgée d'eau. Il fallait la rationner, je ne savais pas combien de temps je devrais tenir. Dans mon sac, heureusement, j'avais une barre de céréales et un paquet de biscuits. Pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Au milieu de la nuit, j'avais été réveillée par des bruits inquiétants à l'extérieur. Des grattements, des bruissements. Des renards, peut-être, ou des blaireaux. Je m'étais recroquevillée davantage, serrant la couverture autour de moi comme un bouclier dérisoire. Mon cœur battait si fort que je craignais que les animaux ne l'entendent. Puis était venu un autre bruit, plus distinct. Des pneus sur le gravier. Une voiture. Je m'étais levée aussi vite que mon état me le permettait, titubant vers la porte. Une lueur de phare balayait l'obscurité. Thomas? Non, impossible. Il ne reviendrait pas. Qui alors? J'avais hésité. Et si c'était un danger? Pire que celui de rester seul ici? Je m'étais cachée derrière le comptoir, écoutant. Le moteur s'était arrêté. Une portière avait claqué. Puis, plus rien. J'avais attendu, le souffle court, comptant les secondes. 1 minute. 2. Puis le bruit d'une autre portière, et le vrombissement du moteur reprenant vie. Les phares avaient balayé une dernière fois la façade de la station, puis s'étaient éloignés. Une fausse alerte. Peut-être quelqu'un qui s'était arrêté pour consulter une carte, ou téléphoner là où le réseau passait. Le désespoir m'avait submergé à nouveau. J'avais sangloté, silencieusement d'abord, puis de plus en plus fort, incapable de me retenir.
Mes cris résonnaient dans le bâtiment vide, comme un écho de ma solitude. J'avais frappé le sol de mes poings, maudissant Thomas, maudissant le destin, maudissant ma propre naïveté. Épuisé, j'avais fini par me calmer. Le bébé s'agitait dans mon ventre, comme pour me rappeler que je n'étais pas seule. Que j'avais une raison de tenir, de survivre à cette nuit. Pardon, ma petite, avais-je murmuré, caressant mon ventre. Maman est là. Maman ne t'abandonnera jamais, elle. Je m'étais forcée à manger un biscuit, même si la faim avait disparu, remplacée par une nausée persistante. Il fallait que je reste forte, pour elle. Pour Océane. À l'aube, j'avais été réveillée par un rayon de soleil filtrant à travers une fenêtre cassée. Pour un instant, j'avais oublié où j'étais, ce qui s'était passé. Puis la réalité m'avait frappée comme une gifle. J'étais toujours là, abandonnée, seule. Mon corps était douloureux, mes vêtements collaient à ma peau. J'avais besoin d'une douche, de nourriture, d'un lit. De sécurité. Je m'étais traînée jusqu'au robinet et avais tenté de me rafraîchir du mieux possible. L'eau était maintenant claire, mais avait un goût métallique désagréable. Je m'en étais contentée, remplissant à nouveau ma bouteille. Dehors, le monde s'éveillait. Les cigales avaient repris leur concert infernal. Le soleil montait déjà, promettant une journée aussi chaude que la précédente. J'avais décidé de sortir, de marcher le long de la route. Quelqu'un finirait bien par passer. Mais mes jambes ne me portaient plus. À peine avais-je fait quelques pas à l'extérieur que j'avais dû m'asseoir sur une borne en pierre. La chaleur était déjà écrasante, et des points noirs dansaient devant mes yeux. Je me sentais faible, étourdie. J'avais pensé à ma mère, à ce qu'elle aurait fait dans cette situation. Marie-Claire Dupont n'était pas du genre à se laisser abattre. Veuve à 40 ans, elle avait élevé seule ses 3 enfants, travaillant comme infirmière de nuit pour joindre les 2 bouts. Elle s'était toujours relevée, quoi qu'il arrive. « Et tu es sa fille » m'étais-je dit à voix haute. « Et tu es forte, toi aussi. Tu vas t'en sortir. » J'avais repéré un petit cabanon derrière la station, probablement un ancien débarras. En me traînant jusqu'à là, j'avais découvert qu'il était fermé par un cadenas rouillé. J'avais cherché autour de moi quelque chose pour le forcer. Une pierre, un morceau de métal, n'importe quoi. Finalement, j'avais utilisé une borne en béton délogée du sol. Après plusieurs tentatives douloureuses pour mes bras et mon dos, le cadenas avait cédé. À l'intérieur, c'était poussiéreux et sombre, mais il y avait d'un vieil établi, quelques outils rouillés, et surtout, un téléphone. Un téléphone fixe ancien, de ceux qu'on ne voit plus que chez les grands-parents. Mon cœur avait fait un bond. Était-il possible que... J'avais décroché le combiné, portant l'appareil à mon oreille avec une prière silencieuse. Rien. Pas de tonalité. Bien sûr, à quoi m'attendais-je? La ligne devait être coupée depuis des années. Le découragement m'avait enveloppé comme un linceul. Je m'étais assise sur un tabouret bancal, fixant le téléphone inutile, symbole de tous mes espoirs déçus. Combien de temps pourrais-je tenir ainsi? Un jour? 2? Que se passerait-il si j'entrais en travail ici, loin de tout secours? L'angoisse m'étreignait la gorge comme une main invisible. J'avais fermé les yeux, essayant de me remémorer les techniques de respiration apprises pour l'accouchement. Inspirer profondément par le nez, expirer lentement par la bouche. Recommencer. Calmer mon esprit, ralentir mon cœur affolé. C'est alors que je l'avais entendu. Un son qui n'appartenait pas à la nature, pas au silence oppressant de ce lieu abandonné. Un son mécanique, régulier, qui se rapprochait. Un moteur. Une voiture. La lumière matinale filtrait à travers les vitres poussiéreuses du cabanon. J'étais sortie en titubant, ébloui par le soleil déjà haut. Le bruit du moteur se rapprochait. Mon cœur battait à tout rompre, mélange d'espoir et de crainte. Et si c'était Thomas qui revenait? Serais-je soulagée ou terrifiée? Je ne savais même plus. Une vieille Citroën DS bleu ciel s'était arrêtée devant la station-service. Pas la Peugeot de Thomas, donc. Un homme en était descendu, un appareil photo professionnel autour du cou. Grand, mince, la quarantaine, une barbe poivre et celle soigneusement taillée.
Il portait une chemise en lin beige. Et un pantalon de la même matière. Il observait la façade décrépite, cadrant des photos, absorbé par son travail. Il ne m'avait pas vu. J'avais hésité. Pouvais-je lui faire confiance? Avais-je le choix? J'avais avancé de quelques pas, le soleil brûlant sur ma peau. Bonjour, avais-je appelé, ma voix faible et rauque après des heures de cris et de larmes. Il s'était retourné brusquement, surpris. Ses yeux s'étaient écarquillés en me voyant échevelée, sale, visiblement enceinte et en détresse. Mon Dieu, madame. Vous allez bien? Il s'était précipité vers moi, abandonnant son appareil photo. J'avais ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en était sorti. À la place, mes jambes avaient cédé sous moi. Il m'avait rattrapé juste à temps, me soutenant avec une force surprenante pour sa silhouette élancée. Venez, asseyez-vous. Il m'avait guidé vers sa voiture, ouvrant la portière passager. L'intérieur était frais, climatisé. Un luxe inouï après ces heures de chaleur torride. Je m'appelle Laurent, avait-il dit, me tendant une bouteille d'eau fraîche qu'il avait sortie d'une glacière. Laurent Moreau. Je suis photographe. Je documente les lieux abandonnés pour un livre. J'avais bu avidement, l'eau froide ravivant mes sens. Sophie, avais-je murmuré entre deux gorgées. Sophie Dupont. Que vous est-il arrivé, Sophie? Comment une femme enceinte se retrouve-t-elle seule dans un endroit pareil? Les larmes avaient recommencé à couler sur mes joues sales. Par où commencer? Comment expliquer l'inexplicable? Mon mari, avais-je finalement dit. Il m'a abandonné ici. Hier. Il est parti avec la voiture. Laurent m'avait regardé, incrédule. Il vous a laissé ici? Délibérément? Dans votre état? J'avais acquiescé, la honte et la colère se disputant ma poitrine. Je ne comprends pas pourquoi. Tout allait bien, ou du moins je le croyais. Nous attendions ce bébé, nous l'avions planifié ensemble. Laurent avait sorti un téléphone de sa poche. Il faut appeler la police, et une ambulance aussi. Vous avez besoin de soins médicaux. Il n'y a pas de réseau ici, avais-je dit, me rappelant mes tentatives infructueuses de la veille. J'ai un téléphone satellite, avait-il répondu. Pour mes expéditions dans des lieux isolés. Attendez. Il avait composé un numéro, parlant rapidement à son interlocuteur, expliquant la situation, donnant notre position. Je l'avais écouté, comme dans un rêve, peinant à croire que mon calvaire touchait à sa fin. Ils arrivent, avait-il dit après avoir raccroché. Ça va prendre un peu de temps, nous sommes assez loin de tout. Mais ils viennent. En attendant, mangez quelque chose. Il m'avait tendu un sandwich emballé dans du papier aluminium. Ce n'est pas grand-chose, juste du jambon et du fromage. Mais ça vous donnera des forces. J'avais mordu dans le sandwich comme une affamée, savourant chaque bouchée. C'était peut-être le meilleur repas de ma vie. Vous voulez me raconter ce qui s'est passé, avait demandé doucement Laurent. Seulement si vous vous sentez capable, bien sûr. J'avais hésité. Puis les mots étaient venus, d'abord hésitants, puis en torrent. Je lui avais tout raconté. Notre vie à Marseille, mon travail d'institutrice que j'avais quitté pour me préparer à l'arrivée du bébé, Thomas et son cabinet d'architecture, notre appartement avec vue sur le Vieux-Port. Notre bonheur, du moins ce que je croyais être notre bonheur. Laurent m'écoutait sans m'interrompre, ses yeux bleus attentifs et bienveillants. Quand j'avais fini, il était resté silencieux un moment. Je suis photographe, mais aussi documentariste, avait-il finalement dit. J'ai l'habitude de raconter des histoires vraies, parfois difficiles. Votre histoire, elle mérite d'être racontée, Sophie. Pas seulement pour vous, mais pour d'autres femmes qui pourraient se trouver dans des situations similaires. J'avais froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Avec votre permission, bien sûr, avait-il continué, je pourrais documenter votre témoignage. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Si votre histoire était partagée, cela pourrait peut-être aider à retrouver votre mari, à le confronter à ses responsabilités. Et cela pourrait aussi aider d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs, à se protéger.
J'avais réfléchi à sa proposition. L'idée d'exposer ma vie, ma douleur, mon humiliation au regard du public me mettait mal à l'aise. Mais en même temps, qu'avais-je à perdre? Et si cela pouvait empêcher Thomas de faire du mal à d'autres femmes à l'avenir? D'accord, avais-je finalement dit. Mais pas de photo de mon visage, pas pour l'instant. Laurent avait acquiescé. Bien sûr. Je respecterai vos limites. Je vais chercher ma caméra. Il était sorti de la voiture, revenant quelques minutes plus tard avec un petit équipement vidéo. Il l'avait installé, puis m'avait regardé, attendant mon signal pour commencer. J'avais pris une profonde inspiration, puis avait commencé à parler, directement à la caméra cette fois. C'était étrange, presque thérapeutique, de raconter mon histoire à cet œil mécanique impartial. Ma voix était devenue plus ferme au fur et à mesure que je parlais. Je n'étais plus seulement une victime, j'étais aussi une témoin, une accusatrice. Je m'appelle Sophie Dupont. J'ai 32 ans. Je suis enceinte de 8 mois. Hier, mon mari, Thomas Dubois, m'a abandonnée dans cette station-service déserte, au milieu de nulle part, sans téléphone, sans eau, sans nourriture. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Aidez-moi à comprendre pourquoi l'homme que j'aimais est devenu un monstre. Laurent avait continué à filmer pendant que je racontais les détails, posant parfois une question pour clarifier un point. Quand j'avais fini, il avait éteint la caméra et m'avait regardé avec respect. Vous êtes courageuse, Sophie. Ce n'est pas facile de s'exposer ainsi. Au loin, nous avions entendu une sirène. Les secours arrivent, avait-il dit, rangeant son matériel. Vous allez être prise en charge maintenant. Une ambulance et une voiture de gendarmerie s'étaient arrêtées devant la station. 2 ambulanciers étaient descendus, se précipitant vers moi avec leur matériel. Un gendarme les suivait, carnet à la main. Les ambulanciers m'avaient examiné rapidement, prenant ma tension, mon pouls, écoutant le cœur du bébé. Tout va bien, madame, avait dit l'un d'eux, une femme d'une 50aine d'années au visage avenant. Votre bébé va bien aussi. Mais nous allons vous emmener à l'hôpital pour un examen plus approfondi. Le gendarme s'était approché ensuite. Madame Dubois? Je suis le lieutenant Martinez. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'avais répété mon histoire, pour la 3e fois ce jour-là. Le gendarme avait pris des notes, son visage impassible mais ses yeux trahissant sa consternation. Nous allons lancer un avis de recherche pour votre mari et sa voiture. Avez-vous une photo récente de lui? J'avais sorti mon téléphone, maintenant éteint. La batterie est morte, mais il y a des photos dedans. Nous nous en occuperons à l'hôpital, avait-il dit. Pour l'instant, l'essentiel est de vous mettre en sécurité, vous et votre bébé. Il m'avait aidé à monter dans l'ambulance, installée sur un brancard. Laurent s'était approché avant que les portes ne se referment. Je vais suivre l'ambulance avec ma voiture, avait-il dit. Si vous le permettez, j'aimerais continuer à documenter votre histoire. Je pense qu'elle peut avoir un impact important. J'avais acquiescé faiblement. J'étais épuisée, physiquement et émotionnellement, mais pour la première fois depuis des heures, je ne me sentais plus seule, plus impuissante. Alors que l'ambulance démarrait, sirène hurlante, j'avais regardé par la fenêtre arrière la station-service qui s'éloignait. Cet endroit désert, témoin silencieux de la fin de mon mariage et du début d'une nouvelle vie que je n'avais jamais imaginée. Une vie sans Thomas, mais avec mon enfant. Une vie que je devrais construire seule, pas à pas. L'ambulancière avait posé une main rassurante sur mon bras. Ça va aller, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. Je l'avais cru. Pas parce que j'étais naïve, je ne le serais plus jamais, mais parce que je commençais à sentir une force nouvelle naître en moi. La force d'une femme qui a survécu à l'impensable et qui est déterminée à protéger son enfant, quoi qu'il arrive. L'hôpital de Carpentras m'avait accueilli comme une rescapée d'un naufrage. Une infirmière au sourire maternel m'avait aidé à me doucher, m'avait fourni une chemise d'hôpital propre. Un médecin avait examiné mon ventre, écouté le cœur de mon bébé, mesuré ma tension. Vous êtes déshydratée et épuisée, madame Dubois, mais votre bébé va bien. Vous avez été très courageuse, avait-il dit. On m'avait installée dans une chambre individuelle. Les draps blancs, l'oreiller moelleux,
la climatisation douce, tout cela me semblait irréel après ma nuit dans la poussière de la station abandonnée. Une aide-soignante m'avait apporté un plateau repas, et j'avais mangé comme si je n'avais pas vu de nourriture depuis des jours. Laurent était passé me voir en fin d'après-midi. J'ai posté votre vidéo sur mon compte Instagram et YouTube, avait-il annoncé. Avec votre accord, bien sûr. J'ai flou sur votre visage pour préserver votre anonymat, comme convenu. Je n'avais pas de compte sur ces réseaux, je n'avais jamais vu l'intérêt de m'exposer ainsi. Ironie du sort, c'était maintenant ma seule chance de comprendre ce qui m'était arrivé, peut-être même de retrouver Thomas. C'est bien, avais-je murmuré, trop épuisé pour en dire plus. Reposez-vous, avait dit Laurent. Je repasserai demain. Le lendemain matin, il était revenu, le visage animé d'une excitation qu'il peinait à contenir. Et Sophie, votre vidéo, elle est devenue virale. Plus de 500 000 vues en une nuit. Des milliers de commentaires. Des gens de toute la France, même au-delà, partagent votre histoire. J'avais cligné des yeux, incapable de saisir pleinement l'ampleur de ce qu'il disait. Mon histoire, ma douleur, exposée aux yeux de centaines de milliers d'inconnus? L'idée me donnait le vertige. Des femmes écrivent pour témoigner d'expériences similaires, avait continué Laurent, me montrant son téléphone. Pas aussi extrême que la vôtre, peut-être, mais des schémas similaires. Des hommes qui changent soudainement, qui disparaissent, qui trahissent. J'avais parcouru quelques commentaires, abasourdis par leur nombre et leur intensité. Des messages de soutien, de colère contre Thomas, des témoignages poignants. France 3 Provence veut vous interviewer, avait ajouté Laurent. Et plusieurs journaux nationaux ont contacté mon agence. Votre histoire a touché une corde sensible. Elle parle de trahison, d'abandon, mais aussi de résilience. J'avais secoué la tête, submergée. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, Laurent. Tout va si vite. Il y a 2 jours, j'étais encore une femme ordinaire, attendant un bébé avec son mari. Maintenant. Je comprends, avait-il dit doucement. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Mais je pense sincèrement que votre témoignage pourrait aider d'autres femmes. Et cela pourrait aussi faire pression sur Thomas, l'obliger à faire face à ses responsabilités. Une infirmière était entrée, interrompant notre conversation. Madame Dubois, vous avez une visiteuse. Elle dit être votre belle-sœur. Mon cœur avait fait un bond. Et Cécile? Faites-la rentrer, s'il vous plaît. Cécile Dubois, la sœur cadette de Thomas, était apparue dans l'encadrement de la porte. Grande, mince, avec les mêmes yeux verts que son frère, ces yeux qui m'avaient fait craquer lors de notre première rencontre dans ce café près de la Canebière. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient rougis par les larmes. Et Sophie, avait-elle murmuré, se précipitant vers mon lit pour me prendre dans ses bras. Mon Dieu, Sophie. Je suis tellement désolée. Je m'étais raidie, à la fois soulagée de voir un visage familier et inquiète de ce qu'elle pourrait me dire. Tu as vu la vidéo? Elle avait acquiescé. Tout le monde l'a vue. Mes collègues m'ont montré ce matin. J'ai reconnu ta voix immédiatement, même si ton visage était flou. Elle s'était tournée vers Laurent. C'est vous qui l'avez trouvée? Qui avait publié la vidéo? Laurent s'était présenté brièvement. Je vais vous laisser, avait-il dit avec tact. Sophie, je repasserai plus tard, si vous le souhaitez. Une fois seule, Cécile s'était assise au bord de mon lit, serrant ma main dans la sienne. Je n'arrive pas à croire que Thomas ait pu faire ça. C'est monstrueux. Nous avons essayé de l'appeler, mes parents et moi, mais il ne répond pas. Tu ne sais pas où il pourrait être? Elle avait secoué la tête. Non. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a une semaine. Il semblait normal. Enfin, je crois. Maintenant, je me demande si j'ai manqué quelque chose. Nous avons tous manqué quelque chose, apparemment, avais-je dit avec amertume. Mes parents sont effondrés. Ils t'adorent, tu le sais. Papa veut porter plainte lui-même contre Thomas, si tu ne le fais pas. J'avais souri faiblement. Robert Dubois, ancien magistrat à la retraite, avait toujours eu un sens aigu de la justice. Il m'avait accueilli dans sa famille comme une fille.
J'ai déjà déposé plainte, avais-je dit. Un gendarme est venu hier prendre ma déposition. Cécile avait hoché la tête. Bien. Thomas doit répondre de ses actes. Elle avait hésité, puis avait ajouté. Sophie, je sais que ce n'est peut-être pas le moment, mais, as-tu pensé à ce que tu vas faire ensuite? Où tu vas aller? La question m'avait prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé au-delà de l'instant présent, de ma survie immédiate et de celle de mon bébé. Notre appartement était au nom de Thomas, mes économies étaient modestes après des mois sans travail. Je ne sais pas, avais-je admis. Peut-être retourner chez ma mère à Paris, le temps de... Tu viendras chez nous, avait coupé Cécile avec fermeté. Louis et moi avons une chambre d'amis. Tu y resteras aussi longtemps que nécessaire. Les larmes m'étaient montées aux yeux. Merci, Cécile. Mais ta loyauté ne devrait-elle pas aller à ton frère? Elle avait serré ma main plus fort. Ma loyauté va à ce qui est juste. Et ce que Thomas a fait est impardonnable. L'après-midi même, les médias locaux s'étaient emparés de l'histoire. Une journaliste de la Provence avait appelé l'hôpital, demandant une interview. J'avais refusé, mais donné mon accord pour que Laurent parle en mon nom. Mon téléphone, rechargé, n'arrêtait pas de sonner, amis, collègues, parents d'élèves de mon ancienne école. Tous avaient vu la vidéo, tous étaient choqués, tous offraient leur aide. Ma mère était arrivée le soir même, prenant le premier TGV depuis Paris. Marie-Claire Dupont, malgré ses 60 ans, avait fait irruption dans ma chambre comme une tornade. Ma petite fille, avait-elle sangloté en me serrant contre elle. Puis, se reprenant, ce salopard. Si je le trouve, je lui arrache les yeux. C'était du Marie-Claire tout craché. Douce et féroce à la fois. Elle était restée avec moi cette nuit-là, dormant sur le fauteuil inconfortable de ma chambre malgré mes protestations. Laurent était repassé le lendemain, avec des nouvelles qui m'avaient laissé sans voix. Votre histoire a atteint la presse nationale. Libération veut faire un article sur les violences conjugales en utilisant votre cas comme exemple. Et vous ne devinerez jamais. Léa Salamé a parlé de vous ce matin sur France Inter. J'avais écouté, abasourdi, l'extrait qu'il m'avait fait entendre sur son téléphone. La célèbre journaliste parlait de moi, Sophie Dupont, institutrice de Marseille, abandonnée par son mari dans une station-service déserte alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle dénonçait cet acte comme une forme de violence conjugale souvent invisible, sournoise, mais tout aussi destructrice. C'est une tempête, avait dit Laurent. Votre histoire révèle quelque chose de profond dans notre société. La fragilité des relations, la vulnérabilité des femmes enceintes, le masque que certains hommes peuvent porter pendant des années. J'avais repensé à Thomas, à nos 5 années ensemble. Avait-il toujours été cet homme capable d'un tel acte de cruauté? Ou quelque chose s'était-il brisé en lui? Je ne le saurais peut-être jamais. Les gendarmes ont des nouvelles, avait annoncé ma mère en entrant dans la chambre, un café à la main. Ils ont repéré la voiture de Thomas à Lyon, hier soir. Ils sont sur sa piste. Lyon. Que allait-il faire là-bas? Avait-il une autre femme? Une double vie? Ou fuyait-il simplement, sans but précis, conscient de l'énormité de son acte? La tempête médiatique continuait de grossir. Laurent recevait des messages de soutien du monde entier. Des associations d'aide aux femmes victimes de violences avaient contacté son agence, proposant leur aide, demandant si je voulais devenir le visage d'une campagne de sensibilisation. « Et tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, m'avait dit ma mère. Et tu as le droit de te préserver, de te concentrer sur ton bébé. » Je sais, avais-je répondu. Mais si mon histoire peut aider d'autres femmes. Une force nouvelle grandissait en moi, jour après jour. La force d'une femme qui a touché le fond et qui ne peut que remonter. La force d'une future mère qui se sait désormais seule responsable d'une vie innocente. Une semaine était passée depuis mon sauvetage à la station-service. J'avais quitté l'hôpital et m'étais installée chez Cécile et Louis, dans leur appartement lumineux du quartier du Panier à Marseille. Leur fille de 3 ans, Emma, me suivait partout, fascinée par mon ventre rond. « C'est quand que le bébé sort, Tati Sophie ?» demandait-elle plusieurs fois par jour. Sa candeur était rafraîchissante au milieu de la tempête que traversait ma vie. Ce matin-là,
Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse ensoleillée quand Cécile était arrivée en courant, son téléphone à la main. Ils l'ont trouvé, avait-elle annoncé, le souffle court. Thomas. Il était chez un ami à Grenoble. Les gendarmes viennent de l'interpeller. J'avais posé ma tasse, un mélange de soulagement et d'appréhension m'envahissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a fait ça? Cécile avait secoué la tête. Je ne sais pas encore. Papa est en contact avec la gendarmerie, il nous tiendra au courant. Louis était entré sur la terrasse, Emma dans les bras. Grand, costaud, avec un visage avenant, il était le parfait opposé de Thomas. Ils vont le ramener à Marseille, avait-il demandé. Apparemment, oui. L'enquête est menée ici, puisque c'est là que l'affaire a commencé. Mon téléphone avait sonné. C'était Laurent. Sophie, j'ai des nouvelles. Thomas a été arrêté. Je sais, Cécile vient de me l'apprendre. Ce n'est pas tout. J'ai parlé à un contact dans la presse locale. Thomas ne voyageait pas seul. Il était avec une femme. Une certaine Élodie Mercier. Apparemment, ils se connaissent depuis plus d'1 an. Mon cœur s'était serré. Une autre femme. L'explication la plus évidente, la plus banale. Thomas m'avait abandonné pour une autre. Il avait choisi de se débarrasser de moi, de son enfant à naître, plutôt que d'affronter la vérité, de demander le divorce comme un adulte responsable. Sophie. Tu es toujours là? La voix de Laurent semblait lointaine. Oui. Je suis juste sous le choc. Je suis désolée. J'ai pensé que tu préférerais savoir. Tu as bien fait. Merci, Laurent. J'avais raccroché, fixant l'horizon sans le voir. Les toits de Marseille, la mer au loin, tout semblait flou à travers mes larmes. Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Cécile s'était agenouillée devant moi, inquiète. Je lui avais tout raconté. Son visage s'était décomposé. Une maîtresse? Depuis 1 an? Mais quel connard avait complété Louis, qui avait envoyé Emma jouer dans sa chambre. Pardonne-moi, Sophie, mais il n'y a pas d'autre mot. Je ne pouvais qu'acquiescer. La trahison était double, non seulement Thomas m'avait abandonné dans des conditions inhumaines, mais il m'avait aussi trompé pendant des mois, peut-être même pendant que nous planifions cet enfant, notre avenir ensemble. Le téléphone de Cécile avait sonné. Elle avait décroché. Écouté un moment, puis avait dit, « D'accord, papa. On se retrouve là-bas. Sophie est avec nous. » Elle avait raccroché et s'était tournée vers moi. Thomas va être présenté au procureur cet après-midi. Papa pense que tu devrais être présente. Pas pour lui, mais pour toi. Pour faire face. L'idée de revoir Thomas me terrorisait, mais je savais que Cécile et son père avaient raison. Je devais affronter cet homme qui avait failli me détruire. Je devais le regarder dans les yeux, ne serait-ce que pour me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Et d'accord, avais-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Là, allons-y. Le palais de justice de Marseille était imposant, intimidant. Robert et Martine Dubois nous attendaient sur les marches, droits et dignes malgré la douleur évidente dans leurs yeux. Je les avais embrassés, touchés par leur présence, par leur soutien indéfectible. Il ne s'en sortira pas comme ça, avait grogné Robert, dont les cheveux blancs et la carrure imposante inspiraient le respect. J'ai parlé à d'anciens collègues. Les charges sont sérieuses, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger. J'avais hoché la tête, submergé par l'étrangeté de la situation. Les parents de Thomas, mes beaux-parents, se tenant à mes côtés contre leur propre fils. La vie prenait parfois des tournants qu'aucun roman n'aurait osé imaginer. À l'intérieur, l'atmosphère était solennelle, étouffante. Des journalistes attendaient, tenus à distance par des policiers. Mon histoire était devenue un fait divers national, presque un symbole. La femme abandonnée, comme on m'appelait maintenant. Et puis, je l'avais vu. Thomas, escorté par 2 gendarmes. Il portait toujours le même jean et le même t-shirt bleu que lorsqu'il m'avait abandonné. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe de plusieurs jours lui donnait l'air plus âgé.
Mais c'étaient ses yeux qui m'avaient frappé. Ces yeux verts que j'avais tant aimés me regardaient maintenant avec un mélange de honte et de défiance. Nos regards s'étaient croisés. J'avais senti mes jambes trembler, mais j'étais restée droite. Il avait détourné les yeux le premier. La procédure avait été brève ce jour-là. Thomas avait été présenté au procureur, qui avait décidé de le poursuivre. Il serait jugé dans quelques mois. En attendant, il était placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le département et de m'approcher. En sortant du palais, j'avais été assaillie par les journalistes. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Avez-vous parlé à votre mari? Allez-vous divorcer ?» Cécile et Louis m'avaient protégée, formant un bouclier humain pour me permettre d'atteindre la voiture. Robert avait fait une brève déclaration, sa voix de magistrat résonnant sur les marches. « Ma belle-fille ne fera aucun commentaire aujourd'hui. Elle se concentre sur sa santé et celle de son enfant à naître. La justice fera son travail. » De retour à l'appartement, j'étais épuisée, vidée. Les émotions de la journée m'avaient drainée. Je m'étais allongée sur le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond. Mon téléphone avait vibré. Un message de Thomas. Mon cœur avait fait un bond. Après un moment d'hésitation, j'avais ouvert le message. « Sophie, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne justifiera jamais ce que j'ai fait. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Profondément désolée. Ce n'était pas prévu, rien n'était prévu. J'ai paniqué. La pression de devenir père, cette autre relation. J'ai perdu la tête. Ce n'est pas une excuse. Juste la vérité. Prends soin de toi et du bébé. » J'avais relu le message plusieurs fois, cherchant, quoi? Une explication qui donnerait un sens à l'insensé? Elle n'y était pas. Il avait paniqué. Il avait perdu la tête. Des mots vides, des excuses pathétiques qui ne réparaient rien. J'avais supprimé le message sans répondre. Les jours suivants avaient été un tourbillon de démarches administratives et juridiques. J'avais entamé une procédure de divorce, aidée par un avocat recommandé par Robert. J'avais commencé à chercher un petit appartement à louer, refusant de dépendre indéfiniment de la générosité de Cécile et Louis. Ma mère était repartie à Paris, mais elle appelait tous les jours. « Tu devrais peut-être revenir vivre ici, ma chérie, suggérait-elle souvent. J'ai de la place, et tu aurais besoin d'aide avec le bébé. » L'idée était tentante, mais quelque chose en moi refusait de quitter Marseille. Cette ville était devenue ma maison. Fuir maintenant aurait ressemblé à une défaite. Et puis, il y avait Laurent, qui était devenu un ami précieux, et la famille Dubois qui m'avait adopté comme une des leurs. Un matin, alors que j'étais assise dans un café près du Vieux-Port, regardant les bateaux se balancer doucement sur l'eau, j'avais senti une douleur sourde dans le bas du dos. Puis une autre, plus intense. Les contractions avaient commencé. J'avais appelé Cécile, qui était venue me chercher en courant. « C'est le moment » avait-elle dit, excitée et inquiète à la fois. « Ta valise est prête ?» J'avais acquiescé. Ma valise pour la maternité était prête depuis des semaines, rangée dans un coin de la chambre d'amis. Une valise préparée pour un événement que j'avais imaginé si différemment. Thomas à mes côtés, tenant ma main, me murmurant des encouragements. La réalité serait tout autre. À la maternité de la Timone, le travail avait progressé rapidement. Trop rapidement pour la péridurale, m'avait annoncé la sage-femme avec un sourire d'excuse. La douleur était intense, presque insupportable, mais d'une certaine façon, je l'accueillais. Elle était réelle, physique, contrairement à la douleur de la trahison qui, elle, semblait n'avoir ni forme ni fin. Cécile était restée avec moi, tenant ma main, essuyant mon front, m'encourageant à chaque poussée. Et puis, après ce qui m'avait semblé être une éternité de douleur et d'effort, un cri avait retenti dans la salle. Le cri de ma fille, entrant dans le monde avec une force et une détermination qui m'avaient fait pleurer de joie et d'émerveillement. « Elle est parfaite » avait murmuré la sage-femme en la posant sur ma poitrine. Une magnifique petite fille. J'avais regardé ce petit visage rouge et plissé, ces minuscules mains qui s'agitaient dans l'air, et j'avais su, avec une certitude absolue, que tout ce que j'avais traversé en valait la peine. Pour elle,
Je traverserai les flammes, j'affronterai des tempêtes, je me relèverai toujours. Bonjour, Camille, avais-je murmuré, caressant sa joue du bout des doigts. J'avais choisi ce prénom pour sa signification, celle qui se présente devant Dieu, mais aussi pour sa sonorité douce et forte à la fois. Camille Dupont. Ma fille porterait mon nom, pas celui de l'homme qui nous avait abandonnés. Cécile pleurait silencieusement à mes côtés. Elle est magnifique, Sophie. Je suis tellement fière de toi. Les jours suivants à la maternité avaient été un mélange d'épuisement total et de bonheur absolu. J'apprenais à connaître ma fille, ses expressions, ses besoins. Elle avait les yeux bleus de tous les nouveau-nés, mais je me demandais s'il resterait ainsi ou s'il prendrait la couleur verte de son père. Laurent était venu me voir, apportant des fleurs et un petit appareil photo. Pour capturer vos premiers moments ensemble, avait-il dit. Pour que Camille puisse les voir un jour. L'histoire de sa mère courageuse. Une année s'était écoulée depuis cette journée fatidique à la station-service. Une année de transformation, de défis, de petites victoires quotidiennes. Camille avait fêté son premier anniversaire la semaine précédente, entourée d'amis et de sa famille élargie. Elle marchait maintenant, ses jambes potelées la portant d'un bout à l'autre de notre petit appartement avec une détermination comique. Ses yeux avaient gardé leur teinte bleue, comme les miens, et ses boucles brunes encadraient un visage toujours souriant. J'avais trouvé cet appartement 6 mois plus tôt, dans le quartier de la Plaine. 2 petites pièces sous les toits, avec une vue sur les collines de Marseille, juste assez d'espace pour Camille et moi. C'était modeste, mais c'était à nous. Notre refuge, notre nouveau départ. Ce matin-là, comme chaque matin, je préparais le biberon de Camille tout en écoutant France Inter. La journaliste parlait d'une nouvelle loi sur les violences conjugales, inspirée en partie par des cas comme le mien. J'avais accepté, après plusieurs mois de réflexion, de témoigner publiquement. Mon visage n'était plus flou dans les reportages. J'avais décidé d'assumer pleinement mon histoire, avec la conviction que cela pouvait aider d'autres femmes. Mon téléphone avait sonné. C'était Élise Dubois, la directrice de l'association Femmes Debout, où je travaillais désormais à mi-temps. Et Sophie, n'oublie pas la réunion à 10h. Il y a une nouvelle bénévole qui commence aujourd'hui. Je serai là, avais-je répondu. Je dépose Camille à la crèche à 9h. L'association Femmes Debout aidait les femmes victimes de violences, offrant un soutien juridique, psychologique et pratique. J'y avais d'abord été bénévole, puis Élise m'avait proposé un poste rémunéré. Ton expérience est précieuse, avait-elle dit. Tu parles avec ton cœur, mais aussi avec ta force. Ce travail me permettait de transformer ma douleur en action. Chaque femme qui franchissait la porte de l'association portait une histoire différente, mais je reconnaissais dans leurs yeux cette même lueur que j'avais vue dans mon propre reflet pendant des mois, un mélange de vulnérabilité et de résilience. Je ne pouvais pas effacer leurs blessures, mais je pouvais leur montrer qu'il était possible de reconstruire une vie digne, une vie heureuse, malgré tout. Après avoir déposé Camille à la crèche municipale, j'avais marché jusqu'au bureau de l'association. Le soleil de juin caressait mon visage, me rappelant ironiquement celui qui brillait le jour où Thomas m'avait abandonné. Mais aujourd'hui, ce soleil n'était plus un témoin de ma détresse, il était le complice de ma renaissance. Laurent m'attendait devant l'immeuble, appareil photo en bandoulière. Notre amitié s'était approfondie au fil des mois, se transformant lentement en quelque chose de plus. Nous avancions prudemment, tous deux marqués par des expériences passées. Il avait été marié lui aussi, divorcé après que sa femme l'ait trompé pendant des années. Nous étions 2 âmes blessées qui apprenaient à faire confiance à nouveau. Prête pour la grande journée, avait-il demandé en m'embrassant légèrement sur la joue. Aussi prête qu'on peut l'être, avais-je répondu avec un sourire. La grande journée, c'était la sortie de son livre, Abandonné, un recueil de témoignages et de photographies de femmes ayant survécu à l'abandon. Mon histoire ouvrait le livre, accompagnée de photos prises à la station-service 1 an après les faits. J'y étais retournée avec Laurent, affrontant cet endroit qui hantait encore parfois mes cauchemars. La station avait été démolie depuis, ne laissant qu'un terrain vague envahi par les herbes. Une métaphore involontaire de ma vie d'avant, rasée, mais fertile pour une nouvelle croissance. La réunion à l'association avait duré 2 heures. Nous avions discuté de nos projets, des cas en cours, des ressources à allouer.
Les visages autour de la table étaient devenus familiers, presque une nouvelle famille. Élise, avec son énergie inépuisable, Marie, l'avocate pro bono qui consacrait 2 jours par semaine à nos protégés, Rachid, le seul homme du groupe, psychologue spécialisé dans les traumatismes. La nouvelle bénévole s'appelait Nadia. 26 ans, d'origine algérienne, elle avait fui un mari violent avec son fils de 3 ans. « J'ai vu votre interview à la télévision », m'avait-elle dit pendant la pause café. Ça m'a donné le courage de partir, de chercher de l'aide. Si vous avez pu vous reconstruire, alors moi aussi je peux. Ces mots m'avaient touché profondément. C'était pour cela que j'avais choisi de parler publiquement, de m'exposer malgré ma pudeur naturelle. Pour que des femmes comme Nadia sachent qu'elles n'étaient pas seules, qu'il y avait un après. Après la réunion, Laurent et moi étions allés déjeuner dans une petite brasserie du cours Julien. Le quartier bohème de Marseille vibrait de musique et de couleurs, comme toujours. « Tu es nerveuse pour ce soir ?» avait-il demandé en me servant un verre d'eau. « Mais un peu » avais-je admis. C'est étrange de voir mon histoire imprimée, figée dans le temps. Tu sais que tu peux encore changer d'avis. On peut annuler la séance de dédicace, reporter à plus tard. J'avais secoué la tête. Non. Je suis prête. C'est important. Laurent avait souri, ce sourire doux qui faisait maintenant battre mon cœur un peu plus vite. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, Sophie Dupont. Mon téléphone avait vibré sur la table. Le nom de Cécile s'était affiché sur l'écran. Sophie, c'est fait, avait-elle annoncé sans préambule. Le jugement est tombé. Thomas a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 50 000 € de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. J'avais respiré profondément. Le procès avait eu lieu 3 semaines plus tôt. J'y avais témoigné, face à Thomas qui évitait mon regard. Il avait plaidé coupable, admettant les faits tout en essayant d'expliquer l'inexplicable. J'étais perdu, avait-il dit. J'avais l'impression d'étouffer. Tu te sens comment ? Avait demandé Cécile, toujours à l'autre bout du fil. Soulagée, je crois. Mais aussi, je ne sais pas, vide ? Comme si une page se tournait définitivement. Elle se tourne, Sophie. Et la suivante est déjà plus belle. Après avoir raccroché, j'avais rapporté la nouvelle à Laurent. Il avait pris ma main à travers la table. C'est fini maintenant. Vraiment fini. Ça ne sera jamais vraiment fini, avais-je répondu doucement. Pas tant que Camille grandira sans son père. Pas tant que j'aurai cette cicatrice invisible. Les cicatrices ne sont pas toujours des marques de faiblesse, Sophie. Parfois, ce sont des preuves de force et de guérison. Nous avions fini notre repas en parlant d'autre chose, de projets futurs, d'un possible week-end à la campagne avec Camille, de l'exposition que Laurent préparait à Paris. La vie continuait, implacable et merveilleuse. Le soir venu, j'étais dans cette librairie du centre de Marseille, assise à côté de Laurent devant une pile de ses livres. Une 50aine de personnes étaient venues, bien plus que ce à quoi nous nous attendions. Des femmes surtout, mais aussi quelques hommes, tous curieux, bienveillants. Laurent avait présenté son travail, expliquant sa démarche, sa rencontre fortuite avec moi, comment ce projet était né. Puis il m'avait passé le micro. J'avais hésité, intimidée par tous ces regards. Je ne suis pas écrivaine, ni conférencière, avais-je commencé, ma voix un peu tremblante. Je suis juste une femme ordinaire à qui quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Pas extraordinaire dans le bon sens, malheureusement. Un léger rire nerveux avait parcouru l'assemblée. Il y a 1 an, l'homme que j'aimais, le père de ma fille, m'a abandonnée dans une station-service déserte. J'étais enceinte de 8 mois. J'aurais pu mourir. Mon bébé aurait pu mourir. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi ? Que avais-je fait pour mériter ça ? J'avais fait une pause, cherchant mes mots. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question. Parfois, les gens que nous aimons nous trahissent. Parfois, la vie nous réserve des épreuves qui semblent impossibles à surmonter. Mais nous sommes plus forts que nous le pensons. Les mots venaient plus facilement maintenant, portés par une conviction profonde. Ce livre raconte mon histoire,
mais aussi celles d'autres femmes. Des femmes qui, comme moi, ont été abandonnées, trahies, blessées. Des femmes qui, comme moi, se sont relevées. Non pas parce qu'elles sont exceptionnelles, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que la vie continue, qu'on le veuille ou non. Les questions avaient fusé ensuite, certaines personnelles, d'autres plus générales. J'avais répondu du mieux que je pouvais, avec honnêteté. Non, je n'avais pas pardonné à Thomas. Oui, j'avais peur parfois que Camille souffre de cette absence paternelle. Non, je ne regrettais pas d'avoir parlé publiquement. Une femme d'une soixantaine d'années s'était approchée lors de la séance de dédicace. Mon mari m'a quitté après 30 ans de mariage, avait-elle murmuré. Pour sa secrétaire, le cliché absolu. J'ai pensé que ma vie était finie. Et puis j'ai vu votre interview à la télévision. Si vous pouviez survivre à ça, alors je pouvais survivre à mon chagrin, n'est-ce pas? J'avais serré sa main dans la mienne. Nous sommes plus fortes que nous le pensons, avais-je répété, croyant vraiment en ces mots maintenant. Plus tard, de retour dans mon petit appartement, j'avais regardé Camille dormir paisiblement dans son lit à barreaux. Son souffle régulier, ses poings serrés de chaque côté de sa tête, sa confiance absolue dans le monde qui l'entourait. Une confiance que j'avais perdue et que je réapprenais lentement, jour après jour. Mon téléphone avait vibré. Un message de Laurent. Tu as été formidable ce soir. Repose-toi bien. À demain. J'avais souri, tapant une réponse rapide. Puis j'étais sortie sur le minuscule balcon, regardant les lumières de Marseille scintiller sous le ciel étoilé. La vie que j'avais maintenant n'était pas celle que j'avais imaginée, planifiée, espérée. Elle était différente. Plus difficile à certains égards, plus riche à d'autres. Je pensais parfois à cette Sophie d'avant, celle qui croyait naïvement en l'amour parfait, en la sécurité des promesses. Je ne la méprisais pas, je la comprenais. Elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait alors. La Sophie d'aujourd'hui savait plus. Elle savait que l'amour pouvait être trompeur, que les promesses pouvaient être brisées, que la vie pouvait basculer en un instant. Mais elle savait aussi que les fins n'étaient pas toujours des fins. Parfois, elles étaient des commencements déguisés. Des commencements douloureux, certes, mais des commencements quand même. J'étais entrée à nouveau dans l'appartement, vérifiant une dernière fois que Camille dormait paisiblement. Puis j'avais pris un carnet et un stylo, m'asseyant à la petite table de la cuisine. Chère Camille, avais-je commencé à écrire. Un jour, tu me demanderas pourquoi ton père n'est pas avec nous. Un jour, tu voudras connaître toute l'histoire, et je te la raconterai. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches ceci, ce qui nous est arrivé ne définit pas qui nous sommes. Ce sont nos choix après le désastre qui nous définissent. Et j'ai choisi d'être forte. Pour toi. Pour moi. Pour nous deux. J'avais refermé le carnet, sachant que j'y ajouterais des pages au fil des années. L'histoire de notre vie ensemble, de notre voyage improbable. L'histoire d'une femme abandonnée dans une station-service, qui avait trouvé le chemin du retour. Non pas vers ce qui était, mais vers ce qui pouvait être. Le chemin vers moi-même.